Hello, c'est Mélo et bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. C'est un épisode un peu spécial pour moi car quand j'ai créé ce podcast, je me souviens que j'avais d'abord une liste de sujets que je voulais aborder et dans cette liste, il y avait le sommeil. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, on passe un tiers de notre vie à dormir et je trouve qu'on manque un peu d'informations à ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille le docteur Sylvie Royan-Parola, qui est membre fondateur du réseau Morphée, qui est psychiatre spécialisé dans le sommeil et qui est également autrice d'ouvrages tels que Le sommeil, notre urgence absolue. N'hésite pas à te poser avec nous, à te prendre un petit verre et let's go! Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Ça me fait hyper plaisir de vous recevoir. Je me souviens que je suis votre travail depuis très longtemps. Donc c'est vrai que j'ai un peu osé vous envoyer un mail un moment après, je crois, 1 an et demi de podcast. Donc c'est vrai qu'on a un peu galéré à trouver une petite date, mais je suis très contente de vous recevoir. J'ai créé un petit menu dans lequel vous pouvez choisir ce que vous avez envie de boire pendant ce petit épisode de podcast. Ah, c'est sympathique. Écoutez, je pense que je veux prendre un Perrier citron. Ok, très bien. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? De toute façon, je vais prendre un chocolat chaud, s'il te plaît. Merci beaucoup déjà de venir parce que c'est vrai que le sommeil, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus. J'en parle beaucoup avec mes amis. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'a priori et d'idées reçues. Donc c'est pour ça qu'on a fait un peu des recherches et on se rend compte qu'il y a plein d'informations qu'on a qui sont totalement fausses. Donc c'est vrai que vous recevoir, c'est un immense plaisir et merci d'avoir accepté mon invitation. Mais avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison, on ne parle pas assez du sommeil, même si on en parle plus un peu maintenant. Mais en tout cas, on n'est jamais accompagné dans le sommeil. Hein. Les enfants qui sortent de la maternité, les parents sont dans le noir le plus absolu, si je puis dire. Ils ne savent rien sur le rythme de sommeil de leur enfant. À l'école, on ne dit rien sur le sommeil. Et pire, en médecine, on n'apprend pas aux étudiants ce qu'est le sommeil et les pathologies du sommeil. Donc c'est quand même un vrai sujet. Vous êtes arrivé comment à étudier le sommeil dans un endroit où finalement on n'avait pas tant... C'est une conjonction d'événements. D'abord, j'aimais bien dormir. Hein. Ouais. J'ai toujours trouvé que le sommeil, c'était un moment super. Quand j'étais petite, dès que j'étais malade, il suffisait que je dorme un jour ou deux et je revenais en pleine forme. Donc, j'avais déjà repéré que le sommeil, ça servait à quelque chose. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, quand j'ai fait mes études de médecine, eh bien, il se trouve que j'ai pu commencer à travailler d'abord dans un labo de neuroanatomie et je travaillais sur une structure qui était impliquée dans le sommeil. La médecine du sommeil, ça n'existait pas encore à l'époque. Et j'ai lu, il y avait des articles avec des gens, des chercheurs qui sont devenus des gens très connus comme Jouvet, qui écrivait des articles pour les étudiants en médecine. Et j'étais fascinée par ce monde. Et j'ai commencé à travailler là-dedans à une époque où effectivement on était très très peu à travailler sur le sujet. Ah, oui. La médecine du sommeil, ça n'existe vraiment officiellement que depuis 5 ans. C'est vrai que c'est fou parce que du coup, là, c'est depuis longtemps que vous travaillez là-dedans. Et quelle évolution vous voyez dans le sommeil, par exemple, chez les Français? C'est ça qui est bien avec le sommeil, c'est que le sommeil, ça change tout le temps parce que ça Ok. dépend de l'environnement. Et notre environnement, il est en train de changer. Les technologies ont changé, l'utilisation de la lumière artificielle a encore changé depuis 40 ans. Et puis avec l'arrivée des smartphones qui nous préoccupent et qui nous occupent toute la journée, c'est vrai qu'on change aussi notre rapport au temps et donc aussi notre rapport au sommeil. Maintenant qu'il y a les téléphones, moi, je me pose une question, c'est est-ce que c'est vraiment l'utilisation du téléphone, le fait d'être actif? Est-ce que c'est la même chose que si, par exemple, je regarde une série? Ou du coup, je suis un peu inactive, mais ça reste quand même l'utilisation des écrans. On parle beaucoup des écrans, souvent en ne limitant qu'à l'aspect lumière. Oui, c'est ça. L'aspect lumière joue, bien entendu, mais il n'y a pas que l'aspect lumière, il y a ce qu'on fait dessus. Et effectivement, si on est sur quelque chose où on est en train d'être beaucoup plus impliqué affectivement, notamment, ou bien très intellectuellement actif, eh bien évidemment, on va être plus éveillé que si on est simplement en train de regarder d'une façon passive un film. Et ce ne sera pas encore différent de la personne qui scrolle en permanence sur son écran et qui passe un truc après un truc, parce que là, il y a un côté sans fin et donc l'incapacité de mettre une fin à un moment donné où effectivement on devrait pouvoir faire autre chose, quoi, et notamment dormir. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que moi-même, c'est vrai que je m'endors toujours avec des écrans. Que ce soit une série, ou je vais toujours sur mon téléphone, ou j'envoie un bonne nuit à quelqu'un avant de dormir. La règle des 1 heure avant de dormir sans écran, je la fais pas du tout.
Alors là, tout dépend. Soit vous avez un excellent sommeil et à la limite, vous pouvez faire strictement ce que vous voulez. Et non. Et quand vous avez un sommeil qui est plus aléatoire ou franchement mauvais, en fait, il faut vraiment se mettre une espèce de bulle autour Hmm. de protection autour de son sommeil et le fait d'arrêter les écrans 1 heure avant, les écrans proches des yeux en tout cas, et les activités qui sont très stimulantes 1 heure avant d'aller se coucher, Ouais. ça va être une façon de protéger son sommeil. Je parle même pas de la nuit où là, il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter les téléphones. Même pour regarder un petit message parce qu'on a eu une petite notification et que justement on est réveillé, voire peut-être qu'on a été réveillé par la notification, Oui. je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est vraiment pas du tout le moment de faire ça parce qu'on ne protège plus son sommeil dans ces cas-là. Ça m'est arrivé vraiment cette nuit où je me suis réveillée à 4 heures du matin. Et puis je me réveille bizarrement en pleine forme, en pensant que je me Mhm. réveille un petit peu avant mon réveil. Et en fait, je regarde mon téléphone, je vois qu'il est 4 heures du matin, donc je me rendors, mais je me prends vraiment un flash Mm. de lumière où après je suis en mode oula, pour me rendormir, un peu compliqué. Mais c'est vrai que même ça, des questions sur le cycle, comment ça se fait que des fois on se réveille en pleine nuit et justement, moi, à chaque fois que je me retrouve à regarder des notifications, bah, c'est parce que je me réveille. Mais la question est du coup, pourquoi on se réveille? Le sommeil évolue par cycle, hein. Hmm. Donc il y a des cycles qui grosso modo font 90 minutes Oui, et à chaque fin de cycle, mais c'est pas 90 minutes métronomiques, hein. oui, Il ça. y en a qui disent Hmm. si je calcule, non, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est en moyenne. Ok. Donc du coup, à chaque fin de cycle, on se réveille. Mais on se réveille, d'habitude on se rendort tout de suite, sauf Mhm. si on a une petite idée qui arrive dans la tête et qui fait qu'à ce moment-là, on accroche le réveil et on reste un peu plus Oui. réveillé. Et encore plus si, comme on se réveille, on prend son téléphone, on regarde un truc, alors là, c'est reparti pour une demi-heure plus tard. Les réveils, ça marque la fin d'un cycle, tout simplement. Quand vous expliquez un cycle, c'est qu'on s'endort. Moi, ce que j'en ai, c'est qu'on a 3 phases de sommeil différentes. Et un cycle, ça représente ces 3 phases de sommeil. Et chose que l'on répète pendant la nuit jusqu'à se réveiller. Alors c'est plus compliqué que ça. Oui, bah oui, oui. parce qu'on simplifie. Je m'en doute bien. Mais en fait, il y a du sommeil profond, du sommeil léger et du sommeil paradoxal. Donc ça, on est d'accord, Oui. il y a bien 3 types de sommeil. Mais ce qui est différent, c'est que le début de la nuit, c'est pas la même chose que la fin de la nuit. C'est-à-dire Ok. qu'il y a une cyclicité au sein même du sommeil qui fait que le sommeil profond, il est surtout en début de nuit et que Ah. le sommeil léger et le sommeil paradoxal, ça va être surtout en fin de nuit. Quand on rêve. Enfin, on rêve pas qu'en sommeil paradoxal, Ok. mais on rêve beaucoup en sommeil paradoxal. Autre c'est idée vrai. reçue que j'avais. Ok. Et en fait, quand on est en dette de sommeil, la première des choses qu'il faut récupérer, c'est le sommeil profond. Donc là, on a une bonne partie de sommeil profond au début de nuit. Et effectivement, à peu près 90 minutes après, il y a un petit moment de sommeil paradoxal. Mais les cycles d'après, on va avoir encore un peu de sommeil profond le deuxième cycle, disons. Et puis le troisième, quatrième, cinquième cycle, ça va être pratiquement sans sommeil profond, mais avec beaucoup, beaucoup de sommeil paradoxal. Ok. C'est vrai que ça, c'est intéressant. C'est comme. J'ai l'impression que la société valorise un peu les personnes qui ont un rythme. Je me couche tôt et je me lève tôt. C'est un peu l'impression que j'en ai. Parce qu'on a tous, je pense, un rythme de sommeil différent. Il y a des gens qui se couchent plus tard, qui se lèvent plus tard. D'autres inversement. Et puis, enfin, voilà, il y a un peu de tout. Comment on fait pour réellement connaître un peu son sommeil à soi? Déjà, au niveau société, c'est vrai que les rythmes du matin ont plutôt été privilégiés. C'est-à-dire, on a une société qui commençait, je dis commençait parce que justement, il y a des choses qui changent, qui commençait tôt avec, il y a 40 ans, vous aviez des commerces ouverts à 8 heures. Oui. Maintenant, je vous défie de trouver des commerces ouverts à 8 heures. Vous en avez qui sont ouverts 24/24, c'est différent. Oui. Mais qui commencent tôt. En général, maintenant, les commerçants commencent à 10 heures. Donc il y a plutôt une tendance justement en notre société à se décaler un petit peu plus tard. Après, vous avez au niveau des individus justement pas la même typologie. Vous avez grosso modo un petit peu des gens du matin, un petit peu des gens du soir et beaucoup qui sont intermédiaires. Oui. Quand vous êtes extrême du matin ou extrême du soir, vous pouvez être dans votre vie professionnelle notamment, ou même parfois votre vie personnelle, un peu à contretemps parce que vous allez avoir des impératifs qui vont faire que ce rythme-là ne pourra pas être
enfin, en adéquation avec ce que vous pouvez faire, notamment si vous avez des jeunes enfants. Bah, les jeunes enfants, ils sont du matin. Oui. Donc, ils vont réveiller les parents, et les parents ne rêvent que d'une chose, c'est que le week-end, ils leur fichent la paix et ils dorment plus tard, alors que le petit, il n'est pas du tout un lève-tard, normalement. Moi, je suis quelqu'un qui dort très, très, très mal. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, avec mes amis. Comment un peu adapter son sommeil et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour mieux dormir au-delà de l'utilisation des écrans? L'idée de protéger son sommeil, c'est de vraiment faire un sas avant Mhm. et un sas au lever, ce qu'on Oui, fait rarement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent très speedés pour commencer la journée. En fait, il faut isoler ce temps pour que les règles, disons, survenues du sommeil puissent se faire. Les règles, c'est quoi? Mhm. C'est dormir dans le noir, dormir dans le silence et avec des horaires qui sont réguliers. Ok. Donc déjà, si vous avez ça, vous avez un sommeil qui va être protégé. Après, le soir, ça ne veut pas dire que le monde s'arrête avant d'aller se coucher, mais ça veut dire qu'il y a des activités qui petit à petit vont vous conduire, disons, dans cet endroit un peu magique, un peu hors du temps, qui va être le sommeil. Donc évidemment, il faut lâcher tout ce qui va être préoccupant. Ok. Le boulot, évidemment, mais ça peut être des soucis, ça peut être d'autres difficultés qu'on vit à un moment donné particulier. Tout ce qui va nous servir à détourner notre attention de ça, et c'est donc souvent des activités ludiques, ou regarder un film, Mhm. ou lire un bouquin, ou discuter avec sa compagne, son compagnon, jouer avec les enfants, enfin des tas de choses Ouais, possibles ouais. en réalité, hein. Et puis, ne pas être en train de retravailler sur tout ce qui va être préoccupation du moment, parce que là, si on le fait volontairement, bah, après, ça devient totalement automatique. Ouais. Et les pensées, elles deviennent intrusives et elles vous bouffent le cerveau, au point qu'évidemment, le sommeil, il a du mal à arriver, quoi, tout simplement. Je crois que c'est exactement mon cas. Le moment d'aller dormir, c'est toujours là où je vais commencer à réfléchir, refaire ma journée, refaire mon programme, alors que je suis fatiguée en plus, hein. Et je vais avoir du mal à m'endormir, je vais pouvoir me réveiller la nuit, limite en étant toujours sur la pensée que j'ai eue juste avant, en ayant l'impression que j'ai pas très bien dormi, ou beaucoup rêvé, etc. Donc je trouve que l'anxiété, on s'en rend vraiment compte quand justement on va dormir. Ça, c'est très spécifique justement de notre monde actuel, qui est un monde sans fin et sans interruption. Regardez au niveau des moyens de communication, avec tous les textos, que Hmm. ce soit SMS ou autres, euh, vous avez jamais un début, une fin. Enfin, vous pouvez commencer un truc en Oui. disant bonjour, mais vous allez rarement finir par au revoir, Hmm. et parce que ça va recontinuer une heure après avec la même personne. Et du coup, c'est un espèce de temps continu comme ça, alors que justement, le sommeil, c'est un temps rythmique. Hmm. Et donc, notre cerveau, il a besoin de cette coupure-là pour faire tout le travail qu'il va faire pendant le sommeil. Et si vous êtes constamment en train de penser de la même façon dans la journée, et jusqu'au soir et dans la nuit, ben vous ne lui laissez pas ce temps de reconstruction. Mais ce temps Et en optimal. fait, il faut vraiment réapprendre à être dans la journée, dans l'activité, dans la lumière, dans la enfin, Hmm. pour ce qui concerne le jour, et dans le silence, dans le noir, et dans l'absence de réintroduire des pensées la nuit. Une autre idée reçue que j'ai, s'il y a une nuit où j'ai pas beaucoup dormi, où j'ai mal dormi, le lendemain, je vais beaucoup plus dormir en ayant l'impression que du coup, je rattrape le sommeil qui me manque la veille. Ben non. D'accord. pas, pas complètement. Enfin, vous allez récupérer suffisamment pour retrouver des fonctions, même si elles sont un peu altérées, Hmm. au niveau intellectuel, au niveau concentration, au niveau éveil, qui vont vous permettre de fonctionner. Mais votre sommeil aura une structure nécessairement différente, ce qui veut dire en termes de sommeil Mhm. profond, en termes de sommeil paradoxal et tout. Et du coup, ça veut dire que les fonctions du sommeil, ce qui va se passer vraiment profondément dans les cellules nerveuses de notre cerveau, pour être dans tout le travail que fait le cerveau pendant que nous dormons, ça va pas se faire correctement. Ah là là. C'est comme vous parlez du jet lag social. J'ai vu Oui.
que 30% des Français, le week-end, du coup, se réveillent 3 heures après l'heure habituelle à laquelle ils se réveillent en semaine. Et c'est vrai que moi, je me dis un peu à chaque fois, bah, je me réveille plus tard le week-end. Parce qu'en plus, c'est le week-end où je sors, où du coup je me couche plus tard, donc je me réveille plus tard, où j'ai l'impression que je me repose parce que du coup je mets pas de réveil et je peux me réveiller à n'importe quelle heure et en ayant l'impression que je rattrape tout mon sommeil manquant de la semaine. Et c'est en lisant du coup vos articles que je me suis rendu compte que pas du tout. Donc c'est une autre idée reçue qu'on a du week-end. C'est partiellement vrai. C'est-à-dire que si vous vous couchez plus tard le week-end et que vous vous levez plus tard, Mhm, en fait, il faut distinguer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que votre corps vous donne un signal d'éveil plus tôt, mhm. mais vous vous dites, bah non, je peux dormir, donc je redors. Oui, ça arrive aussi, oui. Et si c'est ça, c'est que vous n'avez pas écouté votre corps qui vous disait de vous réveiller, de vous lever. Et comme vous avez le temps, à ce moment-là, vous vous réveillez tranquillo. Vous faites là pour le coup un grand sas de réveil avec, si c'est un jour où vous travaillez pas, ben justement vous prenez le temps pour Mhm. faire des tas de choses, mais réveillé. Vous n'êtes pas dans une espèce de rallonge du sommeil. Ouais. Par contre, si vous dormez d'un sommeil totalement comateux et qu'il n'y a pas une once de réveil à 8h, 9h, 10h, bon, bah, là c'est différent. Mais après, il faut voir, quand on sort, généralement, il y a quand même plus de côté festif, donc Oui. il peut y avoir plus d'alcool, il peut y avoir des habitudes alimentaires aussi très Mhm. différentes, sans compter d'autres substances qui peuvent être utilisées. Donc, en fait, ce n'est pas un sommeil nécessairement naturel qui arrive à ce moment-là. Ok. C'est marrant parce que moi, des fois, avec l'alcool, j'ai l'impression que je dors mieux. Alors, c'est souvent un sommeil plus profond en début de nuit, mais après, c'est un sommeil plus agité et souvent dans la fin de nuit, avec des rêves, des moments moins reposants en fait. Et ce qui explique que le matin, à ce moment-là, il y a souvent la gueule de bois avec Petit mal de tête. un petit mal de tête, Ouais. oui, qui est là. Ouais. Peut-on vraiment rattraper notre dette de sommeil au final? Ah, si on est tout le temps en dette de sommeil, on la rattrapera que partiellement. Ce qu'il vaut mieux essayer de faire, c'est que la dette de sommeil, ce soit quelque chose d'occasionnel. Mhm. Mais si ça devient régulier, là, ça pose une vraie question. C'est quoi les risques en fait sur le long terme de quelqu'un qui dort très très mal? Très mal et très peu, c'est pas nécessairement Ah, pareil. ok. Mais la façon dont vous le dites, j'entends plutôt très peu. Quelqu'un qui se met en privation de sommeil, Mhm. c'est quelqu'un qui peut avoir des conséquences le Mhm. lendemain en termes de fatigabilité, en termes de difficulté à faire des tâches un peu intellectuelles, un peu ardues, à raisonner d'une façon claire. Il y a des troubles de l'humeur, Ouais, de du l'humeur, oui. style on est de mauvais poil, irritable, on répond mal aux gens, on est un peu Mhm. agressif. Et puis, il y a tout ce qui ne se voit pas, qui va être en quelque sorte les effets, mais des années après. Si vous dormez insuffisamment et que votre sommeil n'a pas le temps de faire son job, Mhm. il y a des conséquences qui vont être en termes de santé, qui sont maintenant bien connues et qui vont toucher pratiquement tous les organes, c'est-à-dire le cœur, avec des maladies cardiaques qui vont être favorisées chez les gens qui dorment insuffisamment, des maladies immunitaires et notamment certaines formes de cancer quand on ne dort pas suffisamment, des maladies psychiatriques parce que là pour le coup il y a un énorme lien avec la dépression ou des troubles bipolaires et les troubles du sommeil, c'est un combo, si je puis dire, pas gagnant parce que c'est justement quand on ne respecte pas son sommeil, on est vraiment dans l'exacerbation des troubles psychiatriques. Et puis, vous avez tout ce qui est dégénératif aussi. Quand on dort insuffisamment, il y a plus de risques après d'avoir des maladies dégénératives, style maladie d'Alzheimer. Donc, mais ça va mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans Oui. pour arriver à survenir. Ce qui a été observé en fait au départ, c'était les gens qui travaillaient la nuit. On s'est aperçu qu'ils avaient beaucoup plus de pathologies que les autres. Ok. Mais là maintenant, on commence à avoir des études beaucoup plus sur des cohortes, donc sur des longues périodes d'observation. Et tout ça, ça se confirme. Donc le sommeil, c'est un pilier de notre santé. Est-ce que vous trouvez que le sommeil c'est aussi important que l'alimentation? Ah, non seulement c'est aussi important que l'alimentation, mais je pense que c'est plus Mhm. important que l'alimentation. Parce que le travail qui ne se fait pas au cours d'une nuit, c'est un travail qui ne se fera jamais. Mhm. De ce travail de réparation, ce travail
de mise au repos, de reconstruction, de réserve, etc. En termes alimentaires, bon, on a des capacités à résister à des privations alimentaires qui sont assez grandes. Ceci étant, il y a des risques aussi. Et puis, il y a des gens qui mangent mal. Alors, pour le coup, ça, on connaît bien, avec tous les problèmes de poids et de maladies comme le diabète qui surviennent. Je disais ça parce que le fait que vous m'expliquiez toutes les conséquences qu'a un très mauvais sommeil, j'ai l'impression que c'est des choses qui me rappelaient un peu l'alimentation, les risques d'une mauvaise alimentation sur le long terme. Et je trouvais ça marrant qu'on n'ait pas ces connaissances-là sur le sommeil. Et je ne sais pas si vous avez une explication de pourquoi on n'a pas assez d'infos là-dessus, pourquoi on n'est pas éduqué. Je ne sais pas, c'est un mystère et j'en parle dans mes livres justement, parce que c'est toujours un étonnement pourquoi le sommeil n'a pas été pris plus en compte et que l'homme endormi n'est pas plus étudié, notamment en médecine. Ouais. Parce que la physiologie de l'individu endormi, c'est pas du tout la même que celle quand on est réveillé. Et ça, on l'apprend pas. C'est-à-dire que après, en spécialité, maintenant, quand on fait des surspécialités, on va apprendre des choses là-dessus. Mais le médecin qui fait que des études généralistes, il a très peu de données sur le sommeil, sur ses pathologies, sur les traitements. Et alors qu'on passe 11 ans, enfin non, c'est 10 ans, pardon, 10 ans sur les études médicales, on va étudier essentiellement l'homme réveillé et on va passer 3 heures, parfois 10 heures de toutes ces années d'études sur l'homme éveillé. C'est hallucinant. C'est vraiment rien. Enfin, je trouve ça Non, c'est rien. Je trouve ça un peu impressionnant limite. Mais c'est vrai que sur le sommeil, moi je suis un peu restée sur on a besoin d'entre 7 et 8 heures de sommeil par nuit et puis voilà quoi. Si on dort mal, bon bah pas d'écran, on lit un livre au lieu de regarder son téléphone et puis basta. Dès qu'on connaît mal quelque chose, c'est assez difficile d'accompagner un patient parce que on va parler en fait par rapport à son sommeil ou par rapport à ses croyances, mais pas par rapport à la connaissance. Et ça, c'est un vrai danger. C'est vrai qu'on a tous besoin de 7-8 heures de sommeil. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Ah, c'est là que c'est fascinant. C'est que le sommeil, c'est une histoire individuelle. Oh là et vous avez des gens qui ont besoin de beaucoup de sommeil, 10 heures, voire plus. Et 10 heures dans une vie parisienne notamment, vous avez 3 heures de transport, ça peut être vraiment très, très compliqué. Et puis, vous avez des gens qui ont besoin de moins de 6 heures, mais ils sont très peu, très, très peu. Pourtant, il y a 30% des jeunes de 35, enfin des jeunes, de la population de 35 à 50, 55 ans, qui dorment moins de 6 heures. Donc, ce ne sont pas des cours dormeurs, ce sont des gens en privation. Donc, vous voyez, il faut faire la différence entre je dors spontanément, et il y a des gens qui ont besoin de que 4 heures, qui sont en forme après 4 heures. Ils font le même boulot, leur sommeil fait le même boulot en 4 heures que ceux qui ont besoin de 10 heures. C'est injuste, mais c'est comme ça. J'aimerais bien, moi, avoir besoin que de 4 heures. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'avais lu un livre où ça nous disait que la journée appartenait à ceux qui se levaient tôt. Gens qui se lèvent tôt. Du coup, je me réveillais à 5 heures du matin pour aller faire du sport, etc. J'ai littéralement tenu 2 mois. Parce qu'en fait, au bout de 2 mois, j'étais là en mode de mauvais poils, hyper fatiguée. Je mangeais énormément plus. Donc vraiment, je me suis toujours demandé, est-ce qu'on peut vraiment changer son rythme, apprendre à dormir moins pour tous ces gens qui veulent être plus productifs Alors, on n'apprend pas à dormir moins. Il y a un côté génétique. Après, il y a un facteur âge. C'est vrai qu'avec l'âge, on dort moins. Mais ado, on a besoin énormément de sommeil, jeune adulte aussi. Après, les besoins diminuent et chez la femme, notamment après la ménopause, il y a de gros changements avec souvent une réduction du temps de sommeil, un rythme même parfois un peu différent. Donc le sommeil, il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur ce sommeil. Il faut le prendre un peu comme il est et pas vouloir dormir 7-8 heures absolument parce que c'est peut-être pas ça le besoin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit se réveiller reposé. Si quand on se réveille le matin, on est complètement à l'ouest et pas bien, avec un sentiment nauséeux et qu'on met du temps, vraiment du temps à se réveiller, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas, soit dans l'horaire, soit dans la durée. Ok. C'est vrai que moi, ça m'arrive souvent de me réveiller en pleine nuit, d'être en forme. Et quand je me réveille à l'heure normale, j'ai du mal à sortir du lit. Alors, si on est réveillé après cette première partie du sommeil
qui consiste avec du sommeil profond. Il y a souvent un réveil qui peut être plutôt en forme. Ça peut conduire certaines personnes à augmenter le réveil à ce moment-là, faire des choses, etc. Et il y a des gens qui dorment en 2 morceaux. Ok. Alors en soi, c'est pas un problème si on a la possibilité de s'organiser de cette façon-là dans sa vie, mais ça devient problématique si on doit se lever à 6h ou 6h30 parce qu'on doit partir de chez soi à 7h30. Ah ouais. Et qu'est-ce que vous pensez du coup des siestes? Ah, les siestes, une bonne façon de casser un peu le rythme de la journée en introduisant un moment de pause et pour notre cerveau un moment où finalement il va pouvoir remettre un peu les pendules à zéro. On va faire une sieste courte d'une C'est vrai, vingtaine, faut vraiment faire ça du voilà, coup. une vingtaine de minutes. On va se retrouver plus alerte, plus concentré, plus dynamique. Par contre, si on fait une sieste longue, on risque d'être un peu pâteux parce qu'on va avoir fait du sommeil profond. Après, tout dépend. Et les gens qui travaillent la nuit ou qui ont des rythmes un peu décalés, faire une sieste plus longue va venir en fait en complément de la nuit. Ça va faire le temps de sommeil dont Oui, on a qu'il leur besoin manque. autour des 24 heures. Tout dépend d'un côté très individuel par rapport au sommeil. C'est ça qui est fascinant, moi, quand je vois des patients, c'est qu'a priori, je n'ai pas d'idée préconçue. Oui. À chaque fois, ça va être une découverte pour une personne de quel est le type de sommeil elle a, comment elle s'est adaptée et quelles sont les pathologies, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais quelles sont les pathologies qui sont derrière, s'il y en Ouais. a. Moi, c'est à chaque fois 1 heure, 1 heure et demie. Et quand je me réveille, je suis totalement dans le gaz. Parce que la sieste 20 minutes, je trouve ça hyper dur. Oui, mais c'est que probablement vous êtes dans un rythme un peu contrarié et que vous n'avez pas encore trouvé votre point d'équilibre. Oh Puisque, là 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 là. voilà, le matin, on se réveille. Pourquoi on se réveille le matin? Vous avez des gens qui vont être systématiquement réveillés par le réveil, d'autres qui vont mettre le réveil mais qui vont se réveiller avant, et d'autres qui mettent pas du tout de réveil et qui se réveillent aussi. En fait, dès qu'on commence à se réveiller spontanément le matin, c'est qu'on est vraiment dans un rythme qui est vraiment ancré biologiquement en nous et qui est Ok. régulier. Donc on est bien entraîné. Si on est obligé de mettre un réveil, ça veut dire que il y a une mauvaise adéquation entre notre rythme personnel et le rythme, enfin notre rythme de sommeil plutôt, et le rythme que l'on s'impose du fait du travail, du fait de la vie personnelle, etc. J'aimerais bien que vous reveniez sur les pathologies, du coup, enfin qu'on en parle. Parce que c'est vrai que là-dessus, on n'a pas du tout d'informations. C'est vrai qu'au niveau du sommeil, il y a ce côté, cette idée qu'on peut dormir un peu n'importe quand, du moment qu'on dort, c'est bien. Ça prend en compte que le côté durée du sommeil. Ok. Mais le problème, c'est que le sommeil, il a 2 moteurs. Il a un moteur qui va contrôler la durée, un moteur qui contrôle le rythme. Et le rythme, on n'est pas maître de celui-là parce qu'il dépend de l'alternance du jour et de la nuit. Donc, du fait qu'il y a de la lumière liée au soleil et la nuit et au fait que le soleil, il est caché. Donc, ce rythme-là, il faut être en phase avec celui-là. Et ça, Ok. c'est un des éléments compliqués parce que, avec notamment l'arrivée de la lumière, on pense que on peut contrôler tout ça. Alors on peut contrôler, oui, mais finalement, le rythme, il est toujours derrière. L'effet écran, il est très fort. Et du coup, c'est un petit soleil qu'on se met devant les yeux et qui va en fait relancer notre cerveau pour lui dire il fait jour. Alors que non, pas du tout, il est en pleine nuit. Les gens qui travaillent de nuit, ça va être hyper compliqué sur le long terme. Bah, du coup, en fonction du rythme de lumière dont vous parlez, quoi. Le travail de nuit est probablement la façon d'être dans l'organisation du temps la plus terrible de notre société. Bon, il y a des gens qui s'y adaptent jamais. Il y a des gens qui arrivent à supporter, je ne parle même pas d'adaptation, mais qui supportent. C'est toujours avec quand même un fort retentissement sur leur santé. C'est une population, les gens qui sont travailleurs de nuit tout au long de la vie, qui est plus fragile en termes de santé à 50, 60 ans qu'une population qui a travaillé dans des horaires standards. Et vous pensez quoi des personnes qui dorment, des personnes, c'est carrément moi, je vous avoue, qui dorment avec des podcasts ou des bruits blancs? Le sommeil idéal, c'est dans le silence et dans le Ouais. noir. J'essaie de négocier Mais là. ouais, il va falloir négocier avec vous-même, mais surtout, il va peut-être falloir plutôt travailler sur cette capacité à arrêter les pensées dans la journée et à faire des exercices qui vous permettent de déconnecter. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de relaxation, de méditation, etc.
parce que dans cette capacité de couper et de s'extraire pour être uniquement dans ce que l'on ressent au moment où on le ressent et pas être en train de cogiter sur ce qui va se passer, ce qui s'est passé, ce qui se passera, etc. C'est un vrai exercice mental qui doit être fait, mais à l'éveil. Si vous le faites au moment du coucher, vous êtes en fait dans le renforcement de toutes ces techniques que vous essayez de mettre en place. Et le podcast, en fait, vient jouer le rôle de stimuli supérieur qui vient éteindre l'autre, ce qui n'est pas une très bonne idée, en C'est vrai fait. que je le vois un peu comme ça. Mm. Donc c'est vrai que c'est pas très bon. Ça permet, si vous voulez, certaines personnes d'être dans des rituels d'endormissement qui leur permettent de s'endormir. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'après, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on manque aussi un peu de technique, justement, comme vous dites, de relaxation pour poser un peu les choses, pour mieux dormir, si vous en avez. Tous les exercices de relaxation, tous les exercices de respiration surtout, quels qu'ils soient, et on en trouve des flopées sur Internet, sont intéressants. La seule chose, c'est qu'il faut pouvoir vraiment acquérir la technique, c'est-à-dire au départ le faire avec une aide, que ce soit une vidéo ou une aide à la voix du style un podcast avec des exercices à faire. Mais après, il faut les intérioriser et pouvoir l'utiliser soi-même, tout seul. Et c'est très utilisé, hein, notamment par les militaires et tout. Ils apprennent tous ces techniques-là parce que c'est primordial pour eux de pouvoir arriver à retrouver un niveau de calme, un niveau de contrôle qui fasse qu'ils ne soient plus dans le stress notamment. Donc ça s'apprend. Mais ça s'apprend surtout pas au moment de la nuit, parce que la nuit, on est débordé plus émotionnellement. Mais ça s'apprend dans la journée, c'est-à-dire que c'est des façons de faire. Et ensuite, effectivement, c'est de mettre un peu cette zone de protection du sommeil qui va faire que là, on va réellement s'interdire de se remettre en activité, en pensée, en stress à ce moment-là. Et vous pensez quoi du fait de compter les moutons pour s'endormir? L'idée, c'est de détourner son attention des pensées. Alors, la technique des moutons, C'était un peu pour la blague, j'avoue. Oui, c'est tout à fait. Parce que c'est un peu la première qu'on apprend quand on n'arrive pas trop à dormir et qu'on est petit. Bon, bah, compte les moutons. Et ça témoigne un peu, je trouve, du manque d'informations qu'on a justement par rapport au sommeil. Typique cet exemple-là, quoi. Absolument. Pour les enfants, c'est là, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est qu'en fait, il y a probablement des apprentissages de l'endormissement qui se font mal du fait d'une mauvaise réponse des parents au sommeil des enfants, au rituel des enfants. Même de s'adapter à son sommeil à soi et le sommeil de quelqu'un d'autre. Après, il y a des tas de choses qui se passent pendant la nuit. Si on nous filmait pendant la nuit, moi je parle beaucoup, et si on nous regardait dans la nuit, on serait un peu surpris de la façon dont on bouge, dont on grogne, dont on fait des bruits, dont on donne des coups de pied. Enfin bon, il y a des tas de choses. Il y a des moments où on va faire des bruits, alors sans compter avec le vieillissement, il va y avoir le ronflement qui va apparaître, si on n'en avait pas avant, des mouvements qui vont aussi apparaître aussi liés au vieillissement. Donc il y a des tas de choses qui font que le sommeil va avoir des aspects un peu surprenants avec l'âge. C'est comment on explique par exemple le somnambulisme? Ça touche beaucoup les enfants. Okay. Mais après, ça continue chez les adultes jeunes et ça diminue vraiment chez les adultes parce qu'en fait, c'est très lié au sommeil profond. Okay. Les enfants ont beaucoup de sommeil profond et c'est un éveil brutal en sommeil profond. Alors soit un éveil spontané, alors là, on ne sait pas pourquoi il y a le réveil. Ah, ok. Il peut y avoir un réveil qui est provoqué parce qu'il y a de la fièvre, parce que il y a un truc qui vient de se passer dans la maison, enfin moi ça c'est assez rare, ou alors de dormir dans des conditions inhabituelles aussi qui font qu'on n'a plus ses repères, donc on se réveille un peu en sursaut. Le cerveau, il n'est pas réveillé, et le corps, il est réveillé. C'est marrant ça. Et du coup, le somnambule va faire des choses, va parfois parler, contrairement à ce qu'on pense, il a le plus souvent les yeux ouverts.
Si vous connaissez la personne, vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Oui, D'abord parce oui, on que voit, il y a un vous truc qui cloche, ne quoi. pouvez pas rentrer vraiment en contact avec la personne. Ensuite, il est un petit peu le regard bizarre, enfin pour quelqu'un qui connaît. Après, il se réveille. Enfin, Ouais, c'est comme une forme de rêve. Moi, je sais qu'il y a des rêves que je fais tout le temps. Je pense que ça, c'est peut-être autre chose. J'ai des rêves qui se répètent. Comme le moment où je commence à m'endormir et que je suis allongée au-dessus d'un building. D'un coup, spasme. et Et ça surtout nous à réveille. l'endormissement, oui, ça arrive. En fait, c'est souvent lié au fait que quand on s'endort, il y a un moment où il y a les muscles qui se relâchent vraiment. Oui, Et ok. ça peut donner une perception soit de saut, soit de chute, Hmm. et qui peuvent réveiller. Et il y a des gens pour lesquels c'est très marqué. Il peut y avoir même plusieurs sursauts comme ça à l'endormissement, parfois même des mouvements très forts. Ouais, ouais. Et c'est généralement désagréable. C'est pas grave, Oui, ok. mais c'est très désagréable. Est-ce que je suis quelqu'un plus qui rêve toutes les nuits? Donc ça, pareil, il y a toujours cette question-là de est-ce qu'on rêve vraiment toutes les nuits? Il y en a qui disent que oui, mais qu'on s'en souvient pas. D'autres qui disent que non, pas du tout. D'après ce qu'on sait et les recherches, on Hmm. rêve tous et toutes les nuits. Ok. La seule chose, c'est qu'on a la capacité de se souvenir de ses rêves ou pas, Mhm. et que cette capacité-là, elle se cultive aussi. Ok. C'est-à-dire que si on s'habitue tous les matins à se dire, tiens, est-ce que j'ai rêvé en ouvrant l'œil, on Mhm. va avoir souvenir d'un rêve. Et si on fait vraiment ça tous les jours, on va avoir souvent plusieurs rêves qui vont venir. D'ailleurs, ce qui permet à certaines personnes jouent là-dessus ou travaillent là-dessus dans leur contenu de rêve, et donc les notes tous Moi, les je matins. les note. Voilà, si vous le notez, vous allez avoir la capacité de vous souvenir de vos rêves beaucoup plus facilement que moi qui ne les note pas. Et donc, voilà. C'est vrai que dans notre société, on ne s'intéresse pas beaucoup aux rêves. Enfin, on s'y est beaucoup intéressé avec la psychanalyse. La psychanalyse est en train de passer un peu de mode, voire même se faire attaquer sérieusement en ce moment. Donc, du coup, de parler ses rêves, c'est moins dans l'air du temps, si je puis dire. Mais il y a eu des sociétés qui utilisaient le rêve, enfin le contenu des rêves, comme des données de l'histoire personnelle Oui. pour une personne, et de l'histoire d'une société ou d'un rôle dans la société qui pouvait être apporté par le contenu du rêve. Je les note, mais du coup, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Si je me réveille à 3 heures du matin et que je viens de rêver et que je m'en souviens, je le note à 3 heures du matin. Donc, je sors mon téléphone, dans mes notes, j'écris tout, puis je me rendors. Et moi, ce qui m'arrive souvent, c'est de rêver plusieurs fois par nuit. Ah bah si vous faites ça, bien sûr, vous allez nécessairement Oui. vous en souvenir. Au niveau expérimental, en laboratoire, pour travailler sur le rêve, on réveillait les gens plusieurs fois par nuit à des moments spécifiques. Et du coup, effectivement, les gens racontaient des rêves, alors parfois le même rêve qui continuait, parfois souvent des rêves différents. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller, le rêve, je l'aimais bien, et d'essayer de me rendormir et de réussir à continuer ce rêve-là. Tout à fait. Et c'est, je trouve, un des meilleurs sentiments au monde, de réussir à faire ça, surtout quand on est bien au chaud sous la couette. C'est hyper agréable. J'ai des questions que j'ai écrites et que j'ai mélangées à des questions d'auditeurs. Je vous invite à répondre par oui ou non. Je vais en poser des comme ça. S'il y en a après sur lesquels vous avez envie de revenir, on reviendra là-dessus. C'est parti. Est-ce que vous dormez bien? Oui. De la chance. Est-ce que rêver beaucoup est mauvais signe? Non. Est-ce que c'est normal de se réveiller la nuit? Oui. Le café après 16 heures perturbe-t-il vraiment le sommeil? Oui. Peut-on apprendre à mieux dormir? Oui. Peut-on apprendre à dormir moins? Pas complètement, non. Dormir avec un film est-il vraiment mauvais? Oui. Est-ce que les couches tard dorment-ils vraiment moins? Oui, mais c'est à moduler. C'est parce qu'ils doivent se lever le matin, mais sinon ils dormiraient pareil. Ok. Est-ce qu'on étudie assez le sommeil? Non, Est-ce que c'est mauvais de s'endormir avec du son? c'est pas terrible. Est-ce que les troubles du sommeil peuvent-ils être héréditaires? Oui. Ah, je m'arrêterai là-dessus. Ça m'intéresse. J'ai besoin d'en savoir plus sur le fait que ça puisse être héréditaire. Là, c'est plus du tout un podcast, c'est une consultation. Bon, les personnes insomniaques peuvent transmettre ça de génération en génération? Alors oui, il y a des familles de mauvais dormeurs. Oh là là, Alors il n'y a pas nécessairement de gène de l'insomnie encore, mais il y a quand même des critères de sommeil plus léger, etc., qui se retrouvent dans des familles. Oui. C'est vrai plus
pour d'autres pathologies comme les apnées. Il y a des facteurs génétiques, les apnées du sommeil. Le fait d'être court dormeur ou long dormeur, ça aussi c'est génétique. Le fait d'être du matin ou du soir, c'est génétique. Vous avez des familles qui sont vraiment des familles très couche-tôt, lève-tôt. J'avais vu en consultation une famille avec la maman, le papa et les enfants. Ils étaient couchés à 20h et à 4h du matin, ils s'étaient réveillés, quoi. Je me demandais si c'était génétique ou si c'était quelque chose qui provenait un peu de l'éducation. S'il y a une différence, si on a grandi dans une famille qui a des horaires très fixes, on peut se dire on a été habitué à ça, du coup on est comme ça, mais c'est intéressant de savoir que... Alors il y a des effets aussi liés aux habitudes, c'est-à-dire que vous avez parfaitement raison, dans les familles, les deux sont mélangés. Vous avez le côté génétique et il y a un côté habitude, comportement qui vont faire que ça va renforcer ou au contraire un petit peu atténuer un aspect génétique. Et j'aimerais bien que du coup vous abordiez les pathologies. Il y a beaucoup de pathologies du sommeil, mais les deux pathologies les plus importantes en termes de chiffres, ce sont les insomnies et les apnées du sommeil. Ouais. Parce que moi j'ai beaucoup d'amis en grandissant. J'ai l'impression qu'il y a moins ça quand on est petit. Peut-être que c'est mon entourage qui me démontre que j'ai beaucoup d'amis qui, avec l'âge, commencent à faire de l'apnée du sommeil. La somnolence, j'ai l'impression que moi qui en fais, je trouve que ça peut se voir déjà plus jeune. L'apnée, j'ai l'impression que ça arrive un peu avec l'âge. Vous avez des syndromes d'apnée qui existent chez les petits et qui sont encore un peu sous-diagnostiqués. Okay. Parce que chez l'enfant, ça a des critères particuliers, c'est pas très facile à mettre en évidence et c'est souvent masqué par le fait que les enfants se plaignent pas de leur sommeil. Donc ça va être soit une fatigue dans la journée avec des enfants qui sont somnolents, ce qui n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est qu'un enfant somnolent, il va être plutôt très, très agité, très insupportable dans la journée. Avec des difficultés scolaires, des choses qui font faire qu'il a du mal à se concentrer. Et puis les parents vont raconter que l'enfant ronfle, qu'il dort en transpirant beaucoup, qu'il dort la tête en arrière comme ça, ou alors qu'il a souvent mal à la tête le matin, ce qui n'est pas du tout habituel. Et puis chez les adultes, effectivement, si le ronflement est un des signes importants, vous avez des gens qui font des apnées, qui n'ont pourtant pas de ronflement, mais qui ont une fatigue dès le réveil, qui ont une fatigue dans la journée avec des moments de somnolence, des difficultés de concentration. Ça augmente aussi avec l'âge, parce que la fréquence augmente avec l'âge, mais ça augmente aussi avec le poids. Oui, c'est ça. En fait, oui, moi, mon père fait de l'apnée du sommeil, mon meilleur ami fait de l'apnée du sommeil. Et tous deux m'ont dit que c'était un peu aussi en rapport avec le poids aussi. Voilà. S'il y a un surpoids et bien sûr, a fortiori une obésité, là, pour le coup, le risque d'apnée, il est multiplié par 3, 4, ça dépend de l'index. Parce que c'est en fonction aussi de la position dans laquelle ils dorment. Vous avez des apnées qui sont liées à la position sur le dos, notamment, mais c'est surtout le fait que... En fait, un des éléments va être mécanique au niveau des mécaniques des apnées, c'est que l'espace où passe l'air dans le fond de la gorge, il est rétréci. Et il est rétréci pour différentes raisons. Soit vous avez un surpoids, par exemple, et donc la langue, elle est grosse, il y a de la graisse aussi dans le pharynx, donc du coup, le trou, il est plus petit. Et puis, surtout, quand la langue bascule, quand on est couché, la langue, elle bascule en arrière. Et puis, vous avez des configurations anatomiques, notamment les gens qui ont la mâchoire un peu en arrière. Ouais. Enfin, le menton, vous savez, les Bourbons dans les rois, le Louis XVI, etc., il avait un menton comme ça. Alors, en plus, il était dodu, Louis XVI. Mais le menton très en arrière va faire que, en fait, vous reculez la mâchoire et l'espace où l'air passe est tout petit. Enfin, ce carrefour aéropharyngé, quand vous regardez, vous ouvrez la bouche, il doit être bien dégagé. S'il n'est pas dégagé, vous avez un risque d'apnée qui est majeur. On m'avait dit qu'avant, les gens dormaient assis. Quand on voit les lits au Moyen-Âge, il y a des lits qui ne sont pas très grands. Et en fait, ce n'est pas parce qu'ils étaient très petits, c'est parce que la position était plutôt une position assise ou semi-couchée. Le fait de s'allonger, ça évoquait le gisant, donc la mort. Oui. Et du coup, les gens n'avaient pas trop envie de se mettre dans cette position-là. Et puis, probablement pour des raisons de confort,
dans certains milieux, ils étaient quand même assez dodus à l'époque. Et du coup, il devait y avoir une quantité de gens qui avaient des apnées qui étaient assez importantes. Et quand on dort assis, on diminue nettement le risque de faire des apnées. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne position pour dormir? Parce qu'il y a toujours ceux qui disent sur le ventre, c'est pas bien parce qu'il y a la digestion. Sur le côté, ça dépend de comment, jambes ou pas. Et moi, j'ai un peu l'impression que chacun fait comme il veut finalement. Il n'y a pas une position pour dormir parce que déjà, quand on dort, on va changer, je ne sais plus combien de fois de position. C'est surtout une position d'endormissement. Mais après, dormir sur le ventre, c'est vrai que ce n'est pas une position très favorable sur le plan respiratoire et sur le plan digestif. Il y a eu toute une époque où on couchait les enfants sur le ventre, qui est maintenant totalement contre-indiqué parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plus de morts subites chez les bébés quand on faisait ça. Mais bon, ceux qui ont appris à dormir comme ça, ils vont rechercher ce sommeil-là. Pour résumer un peu tout ça, si vous deviez donner un seul conseil aux gens qui ne dorment pas bien, ce serait de vraiment à réapprendre à bien dissocier ce qui est activité, façon de bouger, façon d'être dans l'action dans la journée. Et par contre, faire un très fort contraste avec la nuit où on doit être dans un endroit, dans un cocon douillet et protégé. Et c'est vrai que peut-être que le sport, ça aide aussi pour un peu se vider la tête avant de dormir. Juste avant d'aller se coucher, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais le sport dans la journée, oui, il va modifier le sommeil. Alors, quand je dis sport dans la journée, c'est pas 2 fois par semaine. C'est un peu de sport tous les jours, c'est-à-dire 20 à 30 minutes de sport tous les jours. Ça va favoriser le sommeil et ça va surtout favoriser le rythme de sommeil, c'est-à-dire que on augmente le contraste de l'activité dans la journée grâce au sport. Et du coup, notre sommeil va être de meilleure qualité la nuit. Faut faire du sport, les gars. Bon, en tout cas, merci docteur d'être venu. Je pense que c'est un podcast qui aurait pu durer des heures et des heures et des heures, tellement je trouve que c'est un sujet large et dont on connaît absolument pas tout encore. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Absolument. Pour moi, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci, j'espère que ça servira à certains des auditeurs. J'en suis sûre. Je vous pose juste cette dernière question liée au podcast, qui n'ont absolument rien à voir avec votre travail. Si vous étiez une boisson, qu'est-ce que vous seriez? De l'eau. De l'eau? Ouais. Bon, très bien, je ne vais pas vous juger comme je juge habituellement les gens qui disent de l'eau. Je vais vous laisser tranquille aujourd'hui. Mais c'est que j'adore nager. Ah, j'aime bien. Non, si vous aimez nager, c'est parfait. Non, là, vous avez eu la meilleure réponse de toutes les personnes qui ont répondu de l'eau. Ah ouais, dans l'eau, je suis bien. Ah oui, ça c'est cool alors. Si vous avez un endroit sympathique pour aller boire un verre. Ce que j'adore, c'est un café, un bar, avec une vue sur Paris dans un rooftop. Le rooftop revient souvent. C'est vrai que c'est une vue sur Paris, c'est pas mal. Et si vous avez une reco, ça peut être ce que vous voulez. Ça peut être dans le cadre de votre travail, ça peut être un chanteur, chanteuse, quelqu'un que vous aimez bien, humoriste, un film, un livre, vraiment n'importe quoi. Notre sommeil, une urgence absolue, aux éditions Odile Jacob. Le lien sera dans la bio. J'espère que tu as aimé ce podcast. J'espère que ça t'aidera un petit peu. N'hésite pas à t'abonner, à liker cet épisode, à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Tu auras tout dans la bio. Je vais mettre le site du docteur Sybille Parola dans la description également. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.